Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de ce matin sur les actualités Covid-19 en Chine. Merci d'avoir libéré du temps pour participer donc à cet échange de ce matin, dont l'objectif, comme je l'avais annoncé dans mes précédentes communications, l'objectif principal, c'est vraiment de répondre à vos questions, entreprises bretonnes, de répondre à vos problématiques précises par rapport à vos activités propres et tout ce qui vous soucie dans vos liens commerciaux ou dans vos projets commerciaux avec la Chine. On n'est pas dans un format de réunion commerciale sectorielle classique, comme j'ai l'habitude d'en organiser tout au long de l'année, alors en présentiel dans le temps d'avant. Mais donc là, on ne va pas vous dresser un grand panorama de la Chine avec des points très détaillés secteur par secteur. On va le faire un petit peu, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif de ce matin. Là, on voulait vraiment être pragmatique et efficace pour vous apporter des réponses de terrain, des réponses concrètes de ce qui se passe à l'instant T dans différentes situations que vous pouvez rencontrer. Je fais un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Donc, vous pouvez, en tant que participant, nous voir et nous entendre. Je ne vous ai pas donné la parole ni activé vos caméras, tout simplement parce que vous êtes trop nombreux, ce serait la cacophonie, donc je n'ai pas activé vos micros. Néanmoins, le webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Vous avez un petit module grâce à Zoom qui vous permet de le faire. Je vous encourage aussi à poser vos questions par écrit avec le petit chat questions et réponses. Vous nous posez vos questions en direct et on y répond au fil de l'eau au fur et à mesure du déroulé du webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est interactif, c'est encore mieux quand le webinaire est dynamique. N'hésitez pas à partager vos expériences. Beaucoup d'entre vous ont déjà des flux d'activité avec la Chine, donc vous avez certainement des choses à partager en négatif ou en positif. L'expérience de chacun est vraiment précieuse pour les autres participants. Donc, n'hésitez pas. Je vais passer brièvement sur Bretagne Commerce International au regard de tous les participants donc de ce matin. Vous nous connaissez tous pour la plupart. Donc, je préfère qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez toutes les informations sur BCI de toute façon dans les petits slides là que je vous communiquerai après le webinaire. Donc, pas de panique sur la prise de notes. Tout ce que vous aurez dans les slides ici, je vous les envoie comme d'habitude une fois que le webinaire aura eu lieu. Je le complémenterai également par des prises de notes que j'aurais pu faire pendant le webinaire. Tout n'est pas écrit évidemment dans les slides, mais la majorité des informations importantes et essentielles y sont reportées. Je voudrais remercier chaleureusement Camille et Chloé donc de VVR International. VVR International est l'un de nos prestataires agréés pour la Chine. Donc, merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Camille pour votre travail, pour avoir préparé ce webinaire avec moi et par avance, merci de répondre aux questions qui ont été posées. Vous répondrez donc aux questions. On fera aussi des petits points sectoriels très brefs puisque vous nous l'avez demandé dans vos questions. On fera un état des lieux, évidemment, de la situation économique en Chine, où en est le déconfinement ou le reconfinement. Enfin, vous nous exposerez ça en détail au fur et à mesure. On répondra par famille de questions à vos interrogations, qu'elles soient d'ordre logistique, réglementaire, fiscal, commercial, marketing. Voilà, vous avez été nombreux à vous inscrire et à nous poser des questions. Finalement, vous avez quasiment tous les mêmes questions. En fait, vos questions se recoupent beaucoup. Donc, on va vous apporter tout au long de ce webinaire les réponses à toutes vos questions. Je vous laisse la parole, Chloé et Camille. On attaque les festivités avec l'état des lieux et puis donc cet historique de la crise. Tout à fait. Merci beaucoup, Karen. Merci pour ton organisation. Alors, donc, on a bien travaillé ensemble pour essayer de répondre à l'ensemble des questions. Alors, on va peut-être se présenter rapidement et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Oui, s'il vous plaît.
Donc, Camille Verchery, je dirige le cabinet VVR International. Donc, on est spécialiste de la Chine depuis 20 ans. On a 80 collaborateurs et on a 6 départements. Et à la tête de chaque département, on a un directeur associé qui a au moins 15 ans d'expérience dans le domaine qui parle couramment chinois, qui est français, avec des équipes en local. Voilà, donc pour expliquer, donc on a un département sourcing qualité, un département distribution B2B, donc distribution d'équipements techniques, un département qui va vous intéresser aussi aujourd'hui, B2C, donc tout ce qui va être retail, e-commerce online avec des spécialistes cosmétiques, agro online, un département VVR médical, vraiment dédié au médical, un département qu'on appelle Talent Acquisition Services pour toute la partie recrutement, et le dernier département dont j'ai la charge, le département plus partenariat stratégique, joint venture, fusion, acquisition. Donc, cette expérience et nos différents experts nous permettent justement d'avoir une approche un peu 360 des différents secteurs qu'on va devoir présenter là. Et je viens aujourd'hui avec Chloé Berndt, qui est directrice associée. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc, je suis Chloé Berndt, directrice associée chez VVR International. Ça fait 12 ans que j'ai le plaisir de travailler avec Camille. Je suis de formation ingénieur agroalimentaire et ça fait 19 ans que je travaille au quotidien avec la Chine. Et je m'occupe notamment du département B2C, donc sur la partie retail, online, offline, et notamment pour les produits agroalimentaires, cosmétiques. Donc, ceci étant dit, au niveau de l'état des lieux et de l'historique de la crise, voilà, je te laisse… Je vais vous donner la main ou je passe les slides? Vous préférez quoi? Bon, pour éviter que j'ai à chaque fois te dire, passe-moi la main, comme ça sera peut-être plus agréable pour toi. C'est bon, vous l'avez normalement. Regarde, hop. Là, par contre, je n'arrive pas à passer les slides. Alors, vous pouvez contrôler l'écran de Karen. Ouais, non. Malheureusement. Bon. Ouais. Ah. Si c'est bon, il faut juste que tu te remettes en diaporama. C'est ça? D'accord. L'affichage. Ouais, on va être… Ouais, ça ne marche pas forcément. Il faut que tu retournes tout en bas dans le… Ouais, en fait, je ne le vois pas. On ne la voit non, pas là, sur mon affichage. écran. Ouais, hop là, affichage. Et diaporama. Tu dois pouvoir le sélectionner. Affiche. Alors, donc, ce soit ce diaporama-là et partir de la dispositif actuel. Ouais, ça ne marche pas des masses. Je te laisse peut-être reprendre la main parce qu'en fait, je ne vois pas le petit point. Alors, attends. Je ne peux pas le faire. Non, ça ne marche pas. Laisse-moi la souris dans ces cas-là et puis je vais reprendre. C'est pas très grave. Je devrais m'en sortir, je pense. Super. Voilà. Donc, état des lieux historique de la crise. Donc déjà, le premier point intéressant, c'est de voir que la Chine a mis 6 mois pour départ 1er décembre, enfin 8 décembre, le premier cas, jusqu'à une reprise de l'activité qui est presque normale. Donc, c'est rassurant pour nous parce que ça veut dire que si on suit la Chine, dans un mois, on devrait être beaucoup moins confiné et beaucoup plus actif. Aujourd'hui, l'autre point intéressant, c'est de voir qu'en Chine, il n'y a pas de deuxième vague. Bien sûr, il y a eu des cas qui sont apparus, des gens qui sont rentrés en Chine, voire même des cas Wuhan qui ont pu se relancer, mais il n'y a pas vraiment une deuxième vague. Alors, est-ce que c'est grâce à leur organisation et leur maîtrise, ou est-ce que c'est tout simplement parce que ce virus ne génère pas une deuxième vague aussi puissante que la première? On ne sait pas, bien sûr, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et on peut dire qu'en mai, l'activité en Chine est relancée. Certes, on verra tout à l'heure, il y a toujours beaucoup de blocages et de contrôle de la population, mais par exemple, ils ont réouvert les frontières avec les Coréens en mai. Et ça, c'est très positif. Et on s'attend en juin à des ouvertures beaucoup plus importantes. On y reviendra tout à l'heure. Alors, en termes de décès, bon, c'est des chiffres qui sont beaucoup remis en cause. Néanmoins, pour prendre un peu le parti de la Chine, puisque en général, on ne prend pas souvent le parti de la Chine, je dirais que finalement, le taux moyen est comparable à d'autres pays asiatiques. Et c'est quand même un aspect à regarder. On doute, mais quand on regarde Singapour, Hong Kong, Taïwan, etc., on a quand même des taux de décès qui sont inférieurs à ce qu'on a en Europe. Et donc ça, c'est un point peut-être rassurant pour la Chine. En termes de nombre de cas,
bon, bah, on est bien évidemment sur un nombre important, mais surtout concentré, comme vous le savez tous, à Wuhan. On voit très bien ici sur cette diapositive. Donc, si on prend la slide suivante, alors il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, qui sont posées. Je vais les reprendre peut-être un petit peu pour que tout le monde ait connaissance des différentes questions qui ont été posées. Donc, je vous les lis tous, je vous lis toutes les questions en vrac pour que vous ayez une vue globale des différentes questions et puis je vous laisse y répondre par la suite. Donc, la grande question première, c'est sur la circulation des personnes. À quel moment pourrons-nous retourner travailler en Chine pour la prospection commerciale et les visites commerciales? Les accès aux sites de production de nos clients par nos techniciens seront-ils possibles? Devrons-nous passer par la phase 14e ou non? Comment s'évaluent les conditions de transport? Quelles sont les modalités d'entrée dans le pays à l'heure actuelle? Les modalités de déplacement entre les provinces? Quelle est la situation pour les livraisons de pièces et de machines, là particulièrement? Y a-t-il des difficultés dans l'envoi de marchandises? Ici, c'est vrai, en Europe, on a beaucoup entendu parler, les entreprises, de problèmes de disponibilité de conteneurs. Est-ce que c'est la même chose pour la Chine? Qu'en est-il? Vous avez eu d'autres questions également sur la situation des grands salons internationaux professionnels qui se déroulent en Chine. Donc là, la question était posée pour l'agroalimentaire et les équipements IAA, mais bon, la situation est la même, quelle que soit la thématique des salons. Est-il judicieux de maintenir les salons programmés fin 2020 et début 2021 en Chine? Donc là, en qualité de participants français sur ces salons-là, évidemment. Savez-vous si les entreprises chinoises de l'agroalimentaire prévoient de maintenir leur présence sur ces salons internationaux? Donc là, hors Chine aussi. Une question un peu plus générale sur les relations économiques actuelles donc entre Hong Kong et la Chine, entre Hong Kong et Taïwan. Où en est-on de l'ouverture des relations commerciales avec la Chine? Vous avez demandé également si les usines chinoises ont repris à 100% et quelles sont les aides éventuelles du gouvernement chinois pour les entreprises étrangères et aussi peut-être pour les entreprises chinoises, évidemment. On a une question qui arrive. C'est au sujet de la connexion. Alors, Annie me dit qu'elle a du mal à... La connexion n'est pas très bonne pour elle, dans le Finistère. Si c'est le cas d'autres personnes, envoyez-moi un petit mot avec le chat. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Là, je n'ai pas la main sur les débits Internet dans chaque contrée bretonne. Désolée. J'espère que ça ira et que vous nous entendez bien. Oui, alors j'ai peut-être une réponse à ça quand même. Ok, vas-y. À Plouganou, et la connexion est très bonne parce qu'ils ont installé une très bonne antenne 4G et qui fonctionne très très bien. Donc, je pense que ça dépend de l'antenne 4G. Ok. Bon, dans l'île-et-Vilaine, apparemment, c'est ok. Et dans le 22 aussi. Je vois les réponses arriver. Bon, merci de nous avoir tenus au courant. On passe aux réponses, si vous voulez bien. Alors, on va y répondre à chacune avec plus ou moins de précision en fonction de la donnée que l'on a et de la donnée qui est existante. On a aujourd'hui une approche et une donnée qui vient plus de Chine que de France. Et on pense que c'est aussi important d'avoir cette position. On va essayer de la tempérer et on a essayé d'être le plus objectif possible, mais on a plutôt de l'information qui vient de Chine. Alors, une épidémie sous contrôle, moins de 50 cas par jour, ce qui est considéré comme sous contrôle, notamment grâce à un très bon système de surveillance dont on va parler dans les déplacements avec le QR code. Alors, pour commencer par le déconfinement, il est achevé depuis la mi-mai. Donc, aujourd'hui, les lieux de rassemblement sont, donc hôtels, restaurants, etc., fonctionnent. On peut se déplacer. Par contre, il y a des règles de déconfinement, le port du masque, le contrôle de la température. Il y a même le retour du tourisme. Donc ça, c'est un point important, notamment pour nos sociétés françaises qui, comme le Club Méditerranée, des gens comme ça, bon, pour qui c'est un moment important. Je crois que le Club Méditerranée, ils ont réouvert déjà en Chine.
Donc, ça permet donc de relancer le tourisme. Et puis, comme aujourd'hui, on va être sur le mois de juin, 70% des vols nationaux en fait en Chine vont être rétablis. Donc, ça va permettre aux gens de se redéplacer. Il faut savoir qu'il y a plus de quatorzaine, parce qu'il y a eu une quatorzaine qui était à Pékin il y a quelques semaines. Et en fait, maintenant, on peut rentrer, on peut se déplacer librement dans la Chine. Simplement, il y a des villes qui se referment quand il y a une apparition de plusieurs cas. Mais sinon, l'épidémie est quand même très bien gérée et les déplacements internes à la Chine sont de nouveau possibles. Voilà. Et donc, grâce à quoi? Grâce à leur système de QR code. Donc, chaque personne sur son téléphone a un QR code. Et chaque fois qu'il va passer d'un endroit à un autre, il est obligé de scanner. Et en fonction de l'évolution de l'épidémie, les QR codes vont passer de vert à jaune et de jaune à rouge. Et en fonction, vous allez être obligé de vous confiner ou vous allez moins pouvoir accéder à certaines zones ou être complètement libre. Ça fonctionne bien. Bien sûr, ça peut être un peu déroutant parce que c'est obligatoire et c'est permanent, mais on peut dire que ça fonctionne bien. L'autre point, c'est que culturellement, en Chine, c'est très bien accepté ce type de contrôle parce qu'ils voient d'abord la sécurité plus que le contrôle de la population. Et ça, c'est, je pense, assez culturel. Alors, au niveau des frontières, elles sont pour certaines ouvertes, mais c'est quand même très contrôlé, notamment par rapport à l'Europe, en fait, par rapport à des pays qui sont encore non déconfinés. Et on estime qu'il y aura une ouverture quasi complète en septembre. Néanmoins, on verra tout à l'heure qu'il y a des solutions et juillet et août sont des mois à regarder attentivement pour voir dans quel sens ça va aller parce qu'il y a une volonté de l'État chinois quand même de développer le business et de faciliter l'accès aux ressortissants coréens, français, allemands, notamment les experts, on en parlera tout à l'heure. Alors, des clusters isolés maîtrisés, ça c'est leur force, c'est la capacité avec leur système de traçage et de QR code de voir si à un moment donné, un cluster qui peut se faire, de fermer complètement une ville. Harbin, c'est 8 millions d'habitants, il y a eu un problème d'une personne chinoise qui revenait de Russie, je crois, qui a contaminé sans le vouloir beaucoup de personnes. Ça a généré un risque de contamination fort. Ils ont fermé la ville. Donc ça, c'est une force. De la même façon, et ça c'est peut-être le point le plus dérangeant pour les gens, c'est que s'il y a un contrôle des personnes dans leur déplacement avec ce QR code, il y a en revanche des quatorzaines qui peuvent être imposées par les habitations. Donc, vous êtes dans un compound, vous avez le droit de circuler dans toute la Chine. Nous sommes encore en confinement. Donc, la petite bretonne est là. Donc, je reviens sur cet aspect-là parce qu'il faut le comprendre. C'est qu'en fait, les gens peuvent se retrouver lorsqu'ils se déplacent en Chine à pouvoir librement se déplacer, mais lorsqu'ils arrivent dans leur campagne, donc chez eux, ils n'ont plus le droit de rentrer ou ils sont obligés de s'isoler. Et ça, c'est très gênant pour les employés. Nous, par exemple, on a des employés qui étaient très gênés pour aller à Shenzhen faire un contrôle qualité, par exemple, parce qu'ils avaient peur, en revenant, de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Donc ça, c'est des choses qui évoluent, mais qui sont un peu laissées à la gestion personnelle des campagnes et qui peuvent inquiéter les gens. Alors, relation avec la Chine, on va en parler un peu plus tout à l'heure, beaucoup plus en détail. Effectivement, il y a eu des baisses drastiques de l'import et de l'export. Donc, il y a eu beaucoup de choses mises en place pour essayer de faciliter ça. Et forcément, ça a eu un impact fort. Pour les salons internationaux, le deuxième trimestre 2020, nous, ce qu'on voit, là, je vais être très clair avec vous, puisqu'on va participer à 2 salons dans l'agro pour 2 clients. Juillet, mi-juillet, c'est toujours maintenu, mais on se pose des questions. Bon, a priori, c'est maintenu. Et août, c'est sûr que c'est maintenu. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y aura une influence importante et est-ce que les étrangers vont venir? Là, nous, on est clairement en discussion avec nos clients. Ils n'ont pas encore arbitré. Ils n'ont pas encore arbitré parce que d'un autre côté, c'est une opportunité aussi. C'est quand il y a justement moins de personnes et des personnes chinoises, des distributeurs qui sont extrêmement motivés parce qu'ils ont envie de refaire partir le business, de prendre de nouvelles cartes. C'est une opportunité. Donc, nous, on a tendance à pousser à y aller, surtout qu'aujourd'hui, en termes de gestion et des mesures protectrices, ils sont quand même très bien structurés en Chine. Et je dirais qu'il y a presque moins de risques aujourd'hui en Chine qu'on peut l'avoir en Europe du point de vue Covid. Alors, transport de marchandises, là aussi, il y a eu, vous êtes tous au courant, bien évidemment, une congestion très forte de l'aérien et du maritime. Mais là, ce qu'on voit, nous, c'est depuis une semaine, vraiment des gens qui repartent dans le maritime, des clients qui nous redisent maintenant on veut par bateau et le train.
Le train qui est très important parce qu'ils essayent de justement sécuriser ce passage et un train qu'ils essayent de pousser parce que beaucoup plus rapide que la maritime. La difficulté du maritime, c'est que très souvent, il y a moins de bateaux et les bateaux font peut-être plus d'arrêts, donc ils sont souvent plus longs. Avant, en maritime, quand on commandait, on était très souvent à 30 jours. Là, on est plutôt sur des périodes à 45 jours. En revanche, le train, lui, arrive à fixer 23 jours porte à porte. Donc, le train est en train de monter un peu en puissance par justement cette congestion du maritime. L'aérien, lui aussi, est très congestionné. Aujourd'hui, on est facilement sur 10-15 jours en avion, de porte à porte, enfin, départ usine, arrivé chez vous. Donc, ça, c'est aussi assez impactant. Et un prix, bien évidemment, beaucoup plus important. Voilà pour le transport de marchandises. Peut-être slide suivante. J'ai une question par rapport à la réouverture des frontières là, qui est privilégiée pour les Coréens, Français et Allemands. Pourquoi que ces trois nationalités-là et pas les autres? Alors, en fait, c'est la notion aussi de fast track. Alors, je te laisse peut-être expliquer ça. Ouais, alors en fait, les Coréens, les Français et les Allemands, c'est parce qu'on fait partie, on est les trois, je dirais, nationalités qui avons le plus de relations commerciales avec la Chine. D'accord. Et on est aussi les trois pays pour lesquels la Chine estime qu'on a mis en place des mesures de gestion du Covid. Donc ça les rassure. Après, pour la partie fast track, donc c'est un système en fait aujourd'hui qui a été mis pour les experts et pour les gens aussi qui ont été coincés parce qu'il y avait des Français qui étaient revenus au niveau du Nouvel An chinois, qui sont arrivés en France, qui n'ont pas pu rentrer en Chine, qui sont donc en France depuis le mois de janvier. Et donc, pour tous les gens qui sont catégorisés comme experts ou qui ont des relations très fortes avec la Chine, il y a un système de visa qui peut être obtenu aujourd'hui pour ces Français. C'est un visa qui s'obtient sur preuve qu'on n'est pas porteur du Covid. Donc, il faut passer les 2 tests et les faire passer à sa famille. Avec le résultat de ces tests, on peut aller à l'ambassade de Chine en France demander le visa. Et vous, en tant que personne partant en Chine, vous devez refaire ces 2 tests le jour de votre départ. Si tout ça est négatif, vous pouvez prendre l'avion, vous arrivez en Chine, on vous refait passer les 2 tests et on vous isole uniquement pendant 48 heures. Et au bout des 48 heures, vous pouvez vous déplacer dans 11 provinces. Voilà. Donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû notamment au fait qu'il y a beaucoup d'équipements en Chine qui ont besoin pour la production d'experts européens, allemands, français, coréens, qui viennent faire la maintenance sur les machines, par exemple, ou qui viennent installer une machine qui devait se lancer. Donc ça, c'est l'expertise reconnue est nécessaire en Chine, donc ils ouvrent. Et bien sûr, toute la partie familiale dont on parlait, qui est aussi importante et qui est considérée. Slide suivante. Alors, impact sur l'économie. La Chine, comme le reste du monde, a un impact très fort sur l'économie. On parle de 6,8% de chute du PIB. Voilà, une croissance. Alors, ils parlent. Bon, là, ces chiffres-là, je les mets un peu plus entre parenthèses parce que bon, là, on affiche des chiffres. Ceux-là, on peut les mettre entre parenthèses. En revanche, c'est beaucoup de déficits budgétaires, c'est sûr, des investissements massifs, il y aura des déficits budgétaires. Le tourisme fortement affecté. On a quand même 11 000 sociétés qui ont fermé. Alors, c'est tout type d'entreprise, mais ça donne l'idée de l'image du désastre. D'où l'importance pour la Chine de remettre la machine en route, de relancer l'activité industrielle et de favoriser l'investissement direct étranger. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, et même nous, de notre côté, notre département Fusac, les Européens se disent, tiens, on a des opportunités d'investissement, montage d'usines, acquisition. Les projets ne sont pas du tout repoussés. Les projets ils sont même complètement repartis. Là, on a 3 projets qui viennent complètement de repartir comme c'était prévu. Et d'ailleurs, souvent, la question, c'est est-ce que finalement, les gens ne vont pas relocaliser en Europe ou dans d'autres pays la production chinoise? De notre point de vue, on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. En revanche, il y a une volonté politique, c'est certain. Est-ce qu'il y aura une volonté économique? Est-ce que ça fera du sens? C'est plus une question à se poser. Nous, on ne le voit pas du tout pour l'instant. Au contraire, c'est plutôt, je dirais pas rué, mais en tout cas, intérêt fort pour la Chine et relancement des projets pour vendre en Chine, parce que ce marché chinois se développe, a de l'appétit et intéresse les Européens. Alors, il y a des secteurs de prédilection qui sont poussés par le gouvernement chinois pour y investir, justement, ou c'est tout secteur confondu?
Alors, la Chine est dirigée par un plan quinquennal, hein, le plan 2025, qui donne des directives. Et je pense que ces directives sont les mêmes. Elles n'ont pas changé. Hein. Donc, on est toujours sur la santé, l'environnement, l'agro, amélioration de la culture. Là, par exemple, on travaille pour des gens dans les serres. Bon, bah, très clairement, on a un client qui vient de prendre un projet de 20 millions de dollars dans les serres. On va très clairement, on a affaire à une volonté du gouvernement d'investir dans la serre haut de gamme, hein, puisqu'on est dans les serres haut de gamme, pour monter en compétence l'agriculture en Chine. Donc, il y a très clairement, je dirais, une accélération et des investissements plus forts de la part du gouvernement et des sociétés chinoises dans les objectifs du plan 2025. Les autres secteurs très forts, le médical, repart très très fort. Nous, département VVR médical, repart très fort parce que justement les dispositifs médicaux français en Chine sont très recherchés. Hein, il y a une volonté des Chinois de rattraper le retard par rapport à l'Europe, notamment par exemple tout ce qui est diagnostic cancer, etc., parce que justement ils veulent la santé, donc ils investissent dans ces directions-là qui étaient déjà prévues dans le plan 2025. On va avoir forcément des investissements dans l'automobile, dans les grands secteurs, enfin dans les grands, je dirais, trends du moment, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Mais ça, je dirais que c'est important, mais c'est les secteurs standards qui vont générer le plus d'investissements, que ce soit les problématiques environnementales, pollution, agro, accès aux denrées de façon générale. Donc ça va être important. On verra que tout à l'heure, il y avait une question aussi sur la cosmétique, on y répondra un peu plus tout à l'heure, sur ce secteur-là. Alors, quid de la partie RH 70% des sociétés ont mis en stand-by les recrutements et les recrutements physiques, là en l'occurrence, puisque ce 70% des sociétés, c'est pour les recrutements physiques. Nous, ce qu'on a vu de façon générale, c'est que tous les recrutements ont été mis en stand-by, voire même des gens ont arrêté de payer et donc licencier la personne qu'ils pouvaient avoir en Chine. Donc, ça a eu lieu. Pourquoi ? Parce que les gens ne savaient plus se projeter. Donc, si le business généré n'était pas là, il y avait une inquiétude sur les coûts. Néanmoins, et ça c'est le retour, c'est qu'on a à nouveau des demandes au niveau du département Talent Acquisition Services pour du recrutement et du portage. Donc, on voit que certains se sont inquiétés et ont fermé, et d'autres, au contraire, embauchent et veulent y aller pour profiter de l'opportunité. Et là, je pense, mais c'est ma vision personnelle, que l'aide du gouvernement français, notamment le PGE, etc., a rassuré les entrepreneurs qui se sont dit on a des moyens, maintenant il faut accélérer, parce que nos clients, c'est plus de la PME. Donc, ils sont sensibles à ces aides gouvernementales et ils ont envie d'y aller et d'embaucher pour avancer. Et puis, il y a eu aussi pas mal de communication qui a clairement dit que 2021, s'il allait se passer quelque part des choses positives, c'était 1 en Asie, 2 en Chine. Ouais. Donc, les entreprises se disent, si je veux m'en sortir, il faut que je sois présent sur la Chine. Tout à fait. Et comme les Chinois ont de l'appétit et des budgets, il y a des très beaux budgets qui se signent actuellement et ça va drainer les entreprises françaises. Alors, 40% des annulations de recrutement sur campus, hein, c'est des systèmes qui existent en Chine, recrutement sur campus, et donc on a un transfert du recrutement qui se fait par Internet, par des systèmes de visio, comme on a en France, que ce soit Alibaba, le salon d'emploi en ligne. Il y a donc beaucoup de virtualisation du recrutement. J'attire toujours l'attention à mes clients en disant, bien sûr, c'est bien pour un premier, mais à un moment donné, il faut vite aller voir les personnes. Et moi, je conseille plutôt de lancer les recrutements à partir d'août-septembre. Donc, pour justement voir les gens, pour les intégrer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une nouvelle personne qui ne peut pas intégrer une équipe et donc rencontrer les personnes françaises. Ça, c'est terrible. Après, pour les gens qui ont des usines, des structures locales, là, bien évidemment, ils font beaucoup plus online et finalement, ils recrutent la personne pour signer son contrat de travail. Ça se comprend assez aisément. Alors, les Chinois sont malins, ils sont très réactifs. Les sociétés, et ça c'est ce qu'on marque ici, n'ont pas hésité à se regrouper pour partager leurs livreurs. Et donc, il y a eu quand même plus de 5000 employés partagés entre 40 sociétés. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a des exemples en Europe, mais ça, c'est leur capacité à communiquer, à regrouper, à trouver des solutions communes. C'est une culture forte en Asie, ça. Slide suivante. Alors, les mesures gouvernementales d'aide, elles sont vraiment allées par étapes.
Au début, c'était assez frileux, puis après, ils y sont allés beaucoup plus massivement. Nous, à titre perso, on en a pas mal profité, heureusement, parce que on a été impacté comme tout le monde. Et cotisation patronale, donc supprimée, donc ça c'était bien. Réduction de la TVA, report des charges sociales. Donc on est quand même plus sur la logique, c'était plus reporter, étaler, financer à travers des emprunts. C'était quand même plus ça la logique. Mais avec le temps, ils sont allés sur, sur de la subvention, puisque supprimer les cotisations patronales, c'est quelque part une aide. Baisser les loyers, ça c'est l'État chinois aussi qui a donné cette direction en disant pour les entreprises nationales, nous allons baisser les loyers, donc il faut que le privé suive. La différence, c'est que le privé suit. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander. Nous, on a eu comme ça 3 mois de loyer qui ont été complètement supprimés. Paiement d'impôts différés, ça bien sûr, et surtout, voilà, accès aux prêts. Alors, ça peut paraître moins fort que chez nous, mais il faut savoir qu'en Chine, l'accès aux prêts est très complexe. À l'inverse de l'Europe, il est très cher et complexe. Donc là, cette simplification est très positive, bien sûr. Il n'y a pas du tout eu le niveau qu'on peut avoir en Europe avec les PGM notamment. Alors, pareil pour les prêts renouvelés. Il faut savoir qu'en Chine, même les gros prêts, il faut les rembourser tous les ans souvent. Donc, vous avez un prêt important, tous les ans, il faut le rembourser. Vous le remboursez et la banque décide de vous le réallouer ou pas. Ce qui peut être très impactant, parce qu'il faut savoir qu'il faut être capable de générer et de rembourser cette trésorerie. Donc là, ils ont accepté pour ce type de prêt-là, c'est un type de prêt, de les prolonger en fait, et de ne pas demander tout de suite le remboursement. Promotion des services. Alors voilà, l'État investit massivement sur la digitalisation, que ce soit des plateformes Internet pour de la formation des employés, c'est très intéressant, beaucoup l'ont utilisé, nous aussi, le déploiement de la 5G pour justement permettre aux gens d'avoir accès à ce monde virtuel, ou en tout cas cette communication virtuelle de partout. Assistance juridique, j'en parlais, le conseil au PME, et ils ont débloqué 150 milliards pour le secteur de l'électronique, à travers beaucoup de choses. C'est une annonce. On n'a pas le détail aujourd'hui de cet impact, mais ça veut dire que ça doit ruisseler soit par de la commande, soit par du financement, de l'aide au secteur électronique qui était fortement touché. L'automobile, donc là, c'est très intéressant l'automobile. Je te laisse peut-être… Ouais. Alors, on voit, il y a eu des nouvelles politiques au niveau des primes à l'achat pour des véhicules propres, mais surtout ce que ça a généré, par exemple, c'est qu'au mois de mars, finalement, le secteur automobile en Chine a fait plus 18%. Il faut savoir que les gens, quand ils ont peur de prendre des transports en commun parce qu'ils ont peur d'être de nouveau contaminés par le Covid, finalement, ont acheté des voitures. Et que l'achat de voitures propres en Chine est fortement poussé. Donc, ça a créé un vrai rebond. Et par exemple, aussi également, même Nissan, qui est plutôt une marque, je dirais, moyen haut de gamme sur la Chine, pas des véhicules, je dirais, peu chers, a fait en avril un très bon mois et a fait un mois supérieur à son mois d'avril en 2019. Donc ça, c'est intéressant parce que l'automobile qui était en pleine crise, finalement, le Covid vient de relancer cette activité. Alors, bien sûr, ils ont souffert, évidemment, sur les premiers mois, mais c'est très positif. Et avec une direction du gouvernement vers les véhicules propres. C'est important pour nous parce qu'on on est assez bon dans l'hydrogène en France, dans les batteries, donc on a des choses à faire là-dessus. Alors, les tickets restaurants, là, il y a eu un financement très important du gouvernement. Tout le monde en a profité sur ces tickets de restaurants distribués depuis mars, quelque chose qui est assez nouveau et très bien vécu par tout le monde. Ça permet de donner du plus à tous les employés. Voilà, et puis de redynamiser en fait le secteur de la restauration, que ce soit en mode livraison ou que les gens se déplacent dans les restaurants. Mais en tout cas, ça pousse les gens à consommer ces tickets. Ouais. Alors, au niveau de différentes mesures gouvernementales, on a touché différents secteurs. Alors, au niveau de l'industrie du cinéma, il y a eu des subventions, il y a eu des allègements fiscaux, mais surtout, il y a aussi une volonté d'essayer de mettre une sorte d'assurance chômage pour les acteurs, pour tous ces gens-là qui ont été, eux, très fortement touchés et qui ne pouvaient pas aussi rapidement trouver des solutions. Donc, il y a une vraie volonté de tenir cette industrie parce que la Chine a conscience aussi que voilà, le cinéma, cette industrie, c'est très demandé par les gens, mais c'est aussi du soft power à terme. Donc, ils ont à cœur de le supporter comme on fait en France d'ailleurs. L'industrie du tourisme,
réouverture, on en parlait tout à l'heure, et la construction d'un cloud de la culture et du tourisme. On ne sait pas comment ça va vraiment fonctionner exactement. On n'est pas encore très calé là-dessus, mais il y a cette volonté d'essayer de digitaliser ce tourisme et la culture. Et en fait, il y a deux idées derrière ça. C'est d'abord que les gens puissent quelque part visiter des choses de manière virtuelle, mais également en fait donner envie aux gens d'aller visiter des choses pour la partie qui est disponible en Chine. Après, ils essayent vraiment comme les gens ne peuvent pas voyager, de leur apporter un sentiment de voyage, d'accès à la culture, d'accès à des choses différentes par des outils digitaux. Donc ça, on ne connaît pas encore l'impact, mais c'est une initiative qui a reçu un fort financement et ils ont fait ça de façon sérieuse. Alors, commerce extérieur, comme vous savez, quand vous vendez à l'international depuis la Chine, vous avez fait ce qu'on appelle la refund. En fait, c'est un retour de taxe pour compenser la TVA que vous avez payée. Le problème de la refund, d'abord, c'est que c'est beaucoup d'argent, parce que c'est entre 11 et 13%. Mais le problème qu'on avait, c'est qu'il fallait 3, parfois 6 mois avant que l'État rembourse. Donc là, ils ont accéléré ça. De la même façon, j'en ai parlé, le crédit aux entreprises et l'étente de la couverture de l'assurance crédit, notamment pour des pays à plus fort risque. Donc la Chine a mis un système assez proche de ce qu'on a avec BPI Assurance Crédit, enfin l'ancien COFAS. Cultiver de nouveaux formats et de nouveaux modèles commerciaux, ça c'est assez général, mais vraiment cette réflexion de trouver des solutions, que ce soit par Internet, que ce soit à travers leur projet Route de la Soie, de développer des modèles commerciaux pour booster l'export chinois. Et puis tous les systèmes aussi même locaux en Chine avec les livraisons par drone, les livraisons par robot. Enfin voilà, il y a eu un vrai… ça s'est accéléré. La Chine était déjà en avance par rapport à l'Europe et même au reste du monde, on va dire, sur la partie livraison digitale, même les ventes en e-commerce. Et là, il y a eu un vrai bond en avant sur cette période-là. Pour tout ce qui est la partie aussi commerce électronique transfrontalier, donc ça, c'est ce qu'on appelle le cross-border en fait e-commerce, qui permet d'alléger en fait la partie réglementaire sur la Chine quand on fait de la vente, surtout en B2C. Il y a eu une vraie structuration en fait pendant cette période du Covid parce qu'il y a eu un vrai boom de l'e-commerce et du cross-border e-commerce. Donc on arrive aujourd'hui, on avait à peu près 49 free trade zones. On en est en 4 mois, on a doublé le nombre de free trade zones sur la Chine. Donc la Free Trade Zone permet de localiser la production que vous voulez vendre en cross-border e-commerce beaucoup plus proche finalement des utilisateurs finaux. Donc il y a une volonté du gouvernement de pousser ce système-là. Alors il y a deux raisons à ça. D'abord parce que c'est une demande des consommateurs chinois d'acheter étranger et d'être sûr que les produits viennent bien de l'étranger. Nous, on a par exemple des cas où même des personnes, des usines chinoises essayent de mettre à l'étranger des produits pour les vendre en tant que produits étrangers. Et donc ça, ils le contrôlent de plus en plus. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, ça leur permet aussi de tester des nouvelles choses et éventuellement de fermer. C'est assez facile à contrôler, à fermer en cas de problème. Donc, comme d'habitude, la Chine innove par test et duplique quand ça marche bien et au contraire ferme quand ça marche moins bien. Donc là, il y a un vrai boom du cross-border e-commerce. À noter, faites attention, le cross-border e-commerce, c'est bien, mais ça n'est pas assurément un argent facile ni quelque chose de facile d'accès et ça demande quand même des investissements. Au niveau marketing et communication qui sont très forts. Ouais. Vous avez des questions peut-être les participants sur ce petit balayage sectoriel, d'autres secteurs que vous souhaiteriez voir abordés? Apparemment non. Je passe aux prochaines questions. Donc les prochaines questions, c'était surtout sur les tendances de consommation des Chinois, sur la politique de la Chine qui, ayant été frappée en première, voilà, comment elle s'en sort, quelle est la situation en termes de rebond et d'attractivité pour le coup. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais relire peut-être chacune des questions, ce sera plus simple. Donc, est-ce que pour les consommateurs chinois, la traçabilité est devenue primordiale encore plus qu'avant?
C'est vrai que les Chinois étaient reconnus pour la traçabilité alimentaire notamment. Est-ce que donc cette crise a accentué encore plus les choses et les ressentis? Quels concepts, quels types de produits sont les plus appréciés en Chine? Attitude des Chinois, des consommateurs chinois envers les produits étrangers. La Chine ayant repris plus rapidement, quelles informations obtient-on sur d'éventuelles modifications de la consommation des ménages chinois? Quels sont les produits les plus recherchés sur le marché chinois? Donc, produits étrangers, hein, sous-entendu ici. La Chine a été frappée en première, mettant en lumière la dépendance forte du monde à la production chinoise, puis a finalement repris son activité en première, permettant de relancer l'activité économique à l'arrêt en Europe. Donc, la Chine ressort-elle moins attractive ou plus attractive pour les investisseurs à la suite de cette crise? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous aurez peut-être l'occasion d'approfondir ce point-là par la suite, Camille et Chloé. Petit focus sur les produits cosmétiques. Comment est la consommation des produits cosmétiques suite au Covid? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers exprimés par les consommateurs? Les réunions à distance obligent à fournir de plus en plus de données techniques. Comment protéger ces données pour éviter qu'elles ne se retrouvent dans les mains de nos concurrents? Ça, vous avez été plusieurs à poser cette question-là. Pourriez-vous nous donner de l'information sur les marchés qui n'ont pas encore été trop touchés par la crise et les tendances, les changements qui se dégagent en Chine concernant le secteur agroalimentaire? Tendance de consommation, d'achat, quel canal privilégié? Très bien. Donc, impact sectoriel, j'aime bien cette slide parce qu'elle montre bien hein, au niveau de la consommation offline, donc en retail, hein, en Chine, avec vraiment un effondrement et un retour qui est certes important, mais qui reste en deçà de ce qu'il y avait précédemment. Donc, ce qu'on retrouve, mais ça vous l'imaginez bien, hein, c'est que les secteurs les plus impactés, c'était la restauration, le tourisme, les produits de luxe, les divertissements, donc derrière tout ce qui est le sport, notamment les centres commerciaux. Mais alors, le sport est un peu moins impacté en tant que tel, hein, dans les divertissements. Mais ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était de voir que la cosmétique, par exemple, est relativement peu impacté. Ça fait partie de ceux qui sont le moins impactés. De la même façon, l'e-commerce traditionnel dont on parlait tout à l'heure aussi a été non seulement moins impacté, mais au contraire redynamisé. Donc la cosmétique s'en sort vraiment très bien. Les aliments, les boissons, bien évidemment, les gens ont continué à consommer. Alors sur la cosmétique, en fait, il y a eu une baisse bien sûr des ventes en retail, mais il y a eu une augmentation des ventes en e-commerce et en cross-border e-commerce quasiment équivalente à la baisse du retail. Donc, en fait, la cosmétique a été touchée, je crois que c'est moins 2% finalement. C'est très faible. Et on a un vrai changement, par contre, les gens ont, je dirais presque, profité de la période du Covid pour se renseigner plus sur les produits et vont regarder des produits plus, alors vous savez que le bio en Chine, c'est toujours compliqué, mais des produits plus naturels, plus sains. Donc, ils vont vers ce type de produit depuis la crise. Peut-être la slide suivante. Oui, j'ai une question d'Éric. Il aimerait bien un petit point sur le secteur du sport, justement, dont tu parlais tout à l'heure, et des événements en Chine. Ouais. Alors, malheureusement, c'est un secteur où on est assez peu présent, donc on a moins de retours sur ce secteur-là. Donc, je suis désolé, j'avais vu la question, on ne va pas donner d'informations vraiment pertinentes sur cette partie-là. Voilà. Juste ce qu'on a pu voir, c'est qu'en tout cas, pendant la période où les gens étaient confinés chez eux, je dirais que c'est un peu la même chose qui a dû se passer en France. Il y a eu un gros boom en fait des ventes de tout ce qui va être matériel sportif à domicile. D'accord. Ça fait partie des choses sur Internet qui ont été très fortement vendues pendant cette période. Et aujourd'hui, on n'a pas, j'ai pas vu en tout cas de retour d'événements sportifs sur la Chine, mais par contre, les rassemblements sportifs pour les gens qui s'entraînent, tout ça sont de nouveau autorisés. D'accord. Bon, Eric, j'espère qu'on a en partie désolé, répondu à votre question. Bon, après, on peut peut-être creuser ce point-là si c'est quelque chose vraiment qui vous préoccupe et dont vous avez besoin de la réponse. On peut creuser ça et puis se recontacter en off ultérieurement. Je reviens juste sur le parallèle e-commerce, magasin de proximité. Là, quand vous dites qu'ils renforcent leur position, c'est-à-dire?
Alors en fait, en Chine, déjà par rapport à nous en Europe, il faut savoir que l'e-commerce est beaucoup plus fort, hein. Il y a vraiment un vrai transfert de la vente retail vers l'e-commerce pour en fait ces achats, je dirais, du quotidien. Et la crise du Covid a fait bien sûr que les gens, plutôt que d'aller au supermarché ou d'aller dans les épiceries, ont préféré commander en ligne pour plus de sécurité, avoir une livraison par drone ou par robot. Ce mouvement-là était déjà enclenché sur la Chine et est encore plus poussé aujourd'hui suite à la crise. Au niveau des magasins de proximité, ce qui se passe en Chine aujourd'hui, c'est que les grands supermarchés, comme on les connaît en Europe, les grands centres commerciaux extérieurs aux villes où les gens allaient faire leurs courses, sont en baisse en fait de fréquentation et de grandes marques se sont même retirées de la Chine, hein, comme Carrefour. Et aujourd'hui, par contre, on voit de nouveau des petites épiceries, type, je dirais, les Carrefour Market, les choses de proximité, qui se réouvrent sur la Chine. Donc ça, c'était déjà un mouvement qui était enclenché et qui va en fait perdurer. D'accord. Alors, au niveau de l'élevage, on a eu un double effet, hein. Il y a l'épidémie de peste porcine qui a impacté beaucoup la Chine avant le Covid. Et forcément, le Covid a impacté, notamment parce qu'en fait, les agriculteurs avaient plus de nourriture pour les animaux, hein. Pareil pour la reproduction qui posait problème. Donc là, il y a eu un effort donné par le gouvernement chinois. Néanmoins, il y a eu un impact important. Les opportunités, c'est qu'aujourd'hui, ils essayent d'innover, de transformer le secteur à travers Internet, à travers la supervision automatique des élevages. Donc ça, c'est un impact positif. Nous, par exemple, on a un client dans les logiciels de gestion qui a eu des ouvertures importantes en Chine récemment. Au niveau de l'agroalimentaire, on en a parlé, un peu acté par le offline, mais ça reste un secteur indispensable à l'économie chinoise, comme dans tous les pays. Donc, pour nous, l'agroalimentaire, ça va se relancer très fortement. On parlera tout à l'heure notamment de tout ce qui est surgelé, qui repart très fortement. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Il y a des besoins particuliers exprimés dans tel ou tel type de produit? Alors, par rapport à, alors, bien évidemment, les produits de consommation standard, on sentait que le luxe avait un peu diminué. Néanmoins, on s'aperçoit aujourd'hui, on travaille pour un client qui est dans la crevette de luxe. Il y a vraiment eu un nouvel engouement pour ces produits-là. Donc, je pense que pour la France, c'est une opportunité très intéressante. L'Italie, elle, investit massivement pour vendre ses produits en Chine. Donc, il y a vraiment une opportunité. On sent d'ailleurs qu'il y a un mouvement des entreprises françaises vers l'accélération de la vente de produits. Alors, soit des produits préparés, soit des produits, on va dire, plutôt haut de gamme, soit des produits pas de récréation, mais de plaisir, hein. Et avec une volonté de la Chine, justement, de distribuer ça très rapidement pour les histoires des LUO. L'autre aspect qui est intéressant, c'est effectivement le surgelé qui avant était, enfin qui prend de la force, alors qu'au départ le surgelé était moins bien vu en Chine. Donc le surgelé reprend de la force. Et puis on avait vu lors de la visite du président Emmanuel Macron l'année dernière en Chine, il y avait pas mal d'accords qui avaient été signés à ce moment-là, que ce soit pour la viande de bœuf, pour le foie gras, qui n'ont pas eu le temps en fait d'être mis en place aujourd'hui, parce qu'il y avait les inspecteurs en fait chinois devaient venir dans les élevages français ou dans les abattoirs pour auditer et valider les fournisseurs chinois. Donc il y a plein de dossiers aujourd'hui qui sont en attente et ça va vite reprendre en fait. Dès que les auditeurs chinois vont pouvoir venir en Europe, je pense que les accréditations vont reprendre et que ces marchés vont se développer fortement. Alors, au niveau de l'ORECA, bien sûr, un secteur qui a énormément souffert, mais aujourd'hui, on parle quand même de quasiment 80% qui sont à nouveau actifs. Ils ont quand même réussi à survivre en licenciant, voire même, faut le dire, hein, parfois en ne payant pas les salaires, en réduisant les salaires ou en ne payant pas les salaires. Donc ça a impacté aussi naturellement la consommation par ricochet, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Chine qui ont eu des réductions de salaire, voire pas de salaire du tout. Par contre, il y a eu une accélération, on revient toujours à cette idée qui est vraiment forte en Chine, du offline vers le online, de la nourriture et de la restauration dans le restaurant à une virtualisation
digitalisation pardon, de la distribution. Il y a une question de Julien. Est-ce que la notion de terroir va prendre une place plus importante durant la reprise dans l'agroalimentaire, comme le terroir français ou plus en détail le terroir breton? Alors, de façon générale, on parlait de la traçabilité. Il y a une volonté des Chinois d'acheter en provenance de zones sécurisées, d'origine sécurisée. Et clairement, la France a un atout à jouer et les terroirs français ont un atout à jouer et sont mis en avant. On travaille, donc je parlais dans le secteur huîtres, crevettes, etc. Bah, clairement, ils connaissent, ils se mettent à connaître les origines des huîtres, hein, Oléron, etc. Et aux Bretons d'aller mettre en avant les excellentes huîtres bretonnes. Et il y a une compréhension, il y a un intérêt à ça. Donc, nous, on y croit beaucoup, nos clients y croient beaucoup. Ça va être un plus, très certainement. Je passe à la suivante. C'est bon pour vous? Très bien. Donc, la cosmétique, je te laisse peut-être reprendre cette partie-là. Bah, la cosmétique, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, il y a eu une baisse des ventes. Mais bon, quand on cumule, en fait, la partie online et la partie offline, avec la partie offline, une forte baisse, la partie online, une augmentation, on arrive au final à moins 3%. Donc, c'est plutôt toujours un secteur qui est en forte progression sur la Chine. Il faut savoir que 80% du secteur cosmétique est quasiment drivé par des marques étrangères. Et donc, c'est un gros driver et c'est un marché très important qui aujourd'hui est un marché qui est plutôt mature sur la Chine, mais on a aujourd'hui des consommatrices qui connaissent très bien les produits, qui lisent vraiment les étiquettes. Moi, je suis toujours très surprise quand je suis en Chine de voir les consommatrices, je dirais entre guillemets lambda, qui connaissent les ingrédients, qui ont lu les listing keys, qui ont une vraie connaissance produit et qui vont passer beaucoup de temps avant d'acheter un produit qu'elles vont se mettre sur la peau, au niveau en tout cas du soin, à aller comparer, à aller voir ce que font les leaders d'opinion, qu'est-ce qui se dit sur la marque, qu'est-ce qui se dit sur les produits. Il y a une vraie connaissance et recherche avant de déclencher l'achat. Alors, tout à fait. Après, j'attire votre attention sur plusieurs points. Le premier, c'est que la Chine a des tendances de consommation, donc des concepts. C'était la cosmétique, confort, cocooning, la cosmétique médicale. Donc, il y a des tendances qui évoluent plus vite qu'en Europe. Et surtout, des tendances où, à un moment donné, il y a un afflux de différentes marques de cette tendance parce que les distributeurs, voire même les marques chinoises, passent leur temps à faire leur shopping en Europe, en France, aux États-Unis, au Japon, en Corée. Donc, il faut faire attention parce que quand c'est le moment, il faut y aller vite, il faut y aller fort. Et surtout, derrière, ça génère des investissements très importants parce que si on veut être vu online, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an qu'il faut mettre sur la table. D'où l'importance, un, d'être sûr que c'est le moment et deux, d'avoir le bon partenaire. Nous, on a par exemple un client dans la cosmétique, une petite boîte qui fait 2 millions d'euros. Voilà, c'était le moment pour eux. Le partenaire chinois avec qui on a signé, c'est le 6e plus gros de la cosmétique en Chine. Il va mettre 3 millions de renminbi sur la table minimum chaque année, juste en com internet. Hein. Et ça, il faut bien comprendre, si on va en Chine dans la cosmétique, il va y avoir un coût colossal. Donc, soit on a la capacité, soit il faut trouver les gens qui investissent. Sinon, c'est impossible. On est sur quelle gamme de produits? Enfin, ça s'adresse à quelle classe sociale, cet engouement de produits cosmétiques là? On est sur des gammes de prix surtout standard ou plutôt luxe? La consommatrice chinoise, à part vraiment, je dirais, dans les campagnes reculées, je dirais que quasiment toutes les femmes chinoises utilisent des produits de soins. Pas forcément du maquillage, mais des crèmes. Donc, on a un engouement et on va avoir dans les villes qui sont très éloignées, en fait, on va plus être forcément sur un produit cosmétique de base, mais dès que la cliente aura les moyens d'acheter un produit un peu plus premium, elle va à chaque fois augmenter en fait son type de produit. À noter, la gamme est très large en termes de prix, puisque vous avez des prix même vraiment très haut de gamme, très importants. Néanmoins, les gens sont très éduqués aussi. Donc, attaquer le haut de gamme en Chine, c'est peut-être beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'hier. En revanche, là, le client dont je parle, c'est plutôt des produits plutôt en fait gustatifs. Hein. C'est une cosmétique gustative, une cosmétique qui fait référence aux bonbons, etc. Et là, on est sur des prix plutôt bas. Et il y a une direction, on a aussi un client dans les parfums, il y a une direction du haut de gamme vers
plutôt du moyenne gamme, qualitatif. Et là, le Made in France a joué parce qu'on sait développer justement des gammes plutôt moyennes. On a aussi un autre client dans la cosmétique qui est plutôt sur une cosmétique médicale. Donc là aussi, il y a une spécialisation de la cosmétique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un marché mature où on ne peut pas juste arriver avec un concept simple. Il faut vraiment avoir une position forte déjà soi-même, en tout cas spécialisée dans son marché, et que ce soit le moment du marché. Et ça demande beaucoup d'investissement. On ne peut plus arriver comme il y a quelques années en Chine en disant bah voilà, c'est français donc c'est bien. Voilà, il faut vraiment avoir un produit de qualité, sinon le marché chinois ne répondra pas. C'est un marché très concurrentiel aussi. Très concurrentiel parce qu'il faut oublier qu'il y a aussi les marques américaines, il y a les marques japonaises, il y a les marques coréennes. Même si la Corée, il y a eu un scandale dans les masques, donc a plutôt une mauvaise image et les gens sont très regardants des produits coréens sur la cosmétique. Mais c'est quand même, tout le monde veut aller sur le marché chinois. C'est le deuxième plus gros marché de la cosmétique. Il est estimé qu'en 2021, ce sera peut-être le premier. Donc, tout le monde est là. Tous les acteurs sont présents. D'accord. Avant d'attaquer le petit focus industrie, j'ai une question qui vient de tomber. Je vais revenir sur l'élevage. Il y a une question de Didier, qui est plus une remarque d'ailleurs. Didier nous dit qu'il y a aussi un impact positif de la peste porcine en Chine. Les intégrations qui ont réussi à protéger leurs élevages ont engrangé des bénéfices records en 2019, prix du porc à des niveaux jamais vus. Et ces entreprises, aujourd'hui, ont des budgets d'investissement très importants pour poursuivre la modernisation de leurs élevages. Exactement. Donc Merci Didier pour cette remarque. Tout à fait. On a un client dans les équipements pour justement l'élevage des animaux et des porcs. Effectivement, il a une explosion des demandes en fait. Retour à l'industrie. Alors, pour l'industrie, bon, forcément, un gros impact. Alors, pas seulement le Covid, clairement, le prix du pétrole impacte. Donc, voilà, les entreprises auront un bénéfice, voire même vont avoir des pertes, ça c'est clair. Mais voilà, le plan de relance du gouvernement, les subsides, les nouvelles commandes, et puis la capacité d'adaptation des Chinois fait quand même que on va s'en sortir au niveau de l'industrie. On a moins, nous, ressenti des clients dont les partenaires industriels, fournisseurs ont fermé. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, bien sûr, il y en a beaucoup, mais on ne l'a pas ressenti auprès de nos clients. En revanche, voilà, il y a un retour à la normale. Je pense que c'est ça qui compte le plus. Il y a un retour à la normale au niveau de l'industrie en Chine. Ouais, que ce soit au niveau des TPE, PME ou des grands groupes, en fait, là, on est quasi à 100% de l'activité industrielle a repris. Vous avez des chiffres un peu plus précis peut-être sur l'industrie au niveau du taux de reprise pour tout ce qui va être grand groupe, enfin ETI et grand groupe, on est à plus de 98% des entreprises ont repris. Pour ce qui est TPE et PME, aujourd'hui on est à 94%. Donc ça accélère vraiment, on est quasiment à une situation revenue à la normale. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de commandes qui n'ont pas été produites pendant la période Covid, et donc l'industrie qui se remet à produire pour essuyer les commandes. Mais par exemple, là, récemment, je discutais hier avec une cliente qui est dans les gros moteurs, les vilebrequins pour très gros moteurs. Ils ont continué, ils n'ont pas eu d'arrêt des commandes sur la Chine. Ils ont continué à livrer, ils ont continué, alors qu'on est sur des gros équipements. Enfin, c'est des produits qui vont finir sur des gros équipements. Donc, il y a eu une période de blocage, il y a une période de rattrapage, mais on est assez confiant sur la suite. Pas d'autres questions qui tombent, donc on passe au point suivant. Ce graphe, il est un peu c'est difficile d'appréhension, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, les sociétés qui étaient dans le online s'en sortent bien et sont en pleine croissance. Et ça, on va retrouver le big data, l'e-commerce, la formation en ligne, tout ce qui est l'Internet de la médecine, les télécommunications. En revanche, voilà, tout ce qui était offline et qui était uniquement offline a beaucoup souffert. Bien sûr, c'est un schéma général qu'on a trouvé et qu'on vous présente, mais c'est peut-être ce qu'il faut se rappeler en fait. C'est cette idée-là, ce qu'il faut se rappeler. Bien sûr, on peut toujours discuter de tel ou tel point, mais c'est vraiment cette notion-là qu'il faut se rappeler. On est dans l'accélération du online en Chine.
Donc en termes de consommation, hein, les aliments frais et bio, justement, plus 102%. Les produits de première nécessité, tout ce qui est surgelé. Alors, surgelé, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, vous avez la chaîne du froid qui doit être respectée entre la zone de congélation où seront entreposés les produits et les gens. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit livré très rapidement. Et ça, c'est l'une des forces de la Chine, c'est d'avoir encore investi encore plus dans l'amélioration de la logistique du dernier kilomètre et d'être capable de livrer très rapidement ou avec des packaging qui soutiennent le congelé. Divertissement à domicile, produits de soins à domicile, on en a parlé. Bien évidemment, tout ce qui est complément alimentaire, les gens l'ont acheté pour se rassurer. L'éducation, alors ça, c'est toujours quelque chose qui est important en Chine. Ils ont très bien structuré le suivi de l'éducation des enfants, hein. Ils ont vraiment mis de l'énergie, du temps là-dessus. Les articles ménagers, on en parlait, ça a carrément augmenté de 44%. Les produits électroniques, notamment les jeux finalement, hein, tout ce qui est dans le monde du ludique pour passer son temps avec ses enfants à la maison. Et l'alcool et les boissons alcoolisées, bon, je pense que tout un chacun ici Non. aura compris ça. Le compliment n'amène pas la diète. Au niveau des produits alimentaires, bon, tout est en développement. Alors le vin, alors oui, ça c'est un autre point intéressant. Le vin a bien tiré son épingle du jeu et de la même façon, les spiritueux avec les alcools, bon, il y a un nouveau trend en Chine sur les alcools type vodka, gin, etc. Donc ça a plutôt été poussé. Donc ça c'est positif et plus 1675% pour les produits de mer surgelés de Santuan, qui est le leader chinois. Donc on voit qu'il y a un intérêt, puisque les gens avant n'achetaient pas surgelé. Il faut comprendre, les gens ils vont au supermarché, quand ils achètent un poisson, des crevettes, etc., ils n'ont pas envie que ce soit surgelé. Ils sont habitués à ce qu'il soit vivant. Vivant, Oui. ou sinon, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils sont surgelés, ils les décongèlent et ils les mettent. Et on a l'impression en fait qu'ils sortent de la mer. Mais chez soi, on peut plus faire ça, hein, puisqu'il y a plus que cet aspect visuel. Donc là, tout le monde allait vers le surgelé. Donc c'est pour ça que nous on pense, et c'est pas démenti pour l'instant chez nos clients, que le surgelé va être beaucoup plus accepté. Alors qu'avant, c'était va se démocratiser. Alors qu'avant, c'était regardé un peu différemment. Peut-être slide suivante. Oui, si ça veut bien marcher. Voilà. Là, on était dans des questions plus générales, hein, qui touchaient un peu tous les domaines, sur les restrictions notamment. Alors, il y a des Oui, pardon, vas-y. Non, on fait une question et une réponse? Oui, exactement. Okay. Super. Donc là, effectivement, on est dans l'ouverture, hein. Il y a moins de restrictions. Alors, il y a des restrictions qu'il n'y avait forcément pas avant le Covid, hein, mais il y a beaucoup moins de restrictions et les gens s'habituent, voire même, il y a moins de port-masque. Oui, il y a eu les mesures. Les mesures sanitaires, par exemple, à Shanghai, aujourd'hui, on est vraiment sur la fin du port de masque. C'est vraiment dans les zones à très forte densité, le métro aux heures de pointe. Mais sinon, voilà, les gens ne portent plus de masque dans la rue, il n'y a plus de masque dans les centres commerciaux. Voilà, on est dans la phase de vraiment réouverture. Par contre, il continue ce contrôle de la population et je ne sais pas comment ça va être utilisé par la suite, hein, parce que c'est une des craintes en France. C'est difficile à dire aujourd'hui en Chine comment cette habitude de surveillance, si ça va continuer ou si ça va s'arrêter complètement. Là, on ne sait pas. Dans la partie plutôt réglementaire, est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, oui, je t'en prie. Après, bon, voilà, il y a une partie réglementaire au niveau de la restauration, au niveau du porter un masque, voilà, ce genre de choses. Mais après, au niveau des produits, par exemple, dans l'agroalimentaire ou les produits cosmétiques, sur la partie réglementaire sur l'entrée en Chine, il n'y a pas d'évolution, hein. Les lois sont restées les mêmes qu'avant. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place puisqu'il y avait des mesures avaient été prises à la fin de l'année 2019, comme je le disais sur le bœuf, le foie gras. Donc ça va se mettre en place dans les mois à venir. Alors, au niveau du médical, nous, on s'aperçoit quand même qu'il y a une volonté de l'État chinois de peut-être accélérer certains enregistrements par exemple, on a un client qui a un dispositif médical qui existe depuis très longtemps, mais qui finalement a été enregistré avec le temps par l'habitude, hein. C'est un système pour
traiter le sang, et ben finalement, ça va être accepté en Chine. Finalement, ils vont accepter de changer l'approche de la NMPA pour pouvoir valider ce dispositif. Donc, la Chine essaye d'alléger son réglementaire. Alors, pour faciliter l'entrée, mais aussi pour l'Europe. Et ça, c'est un autre point important, et on le voit notamment avec la cosmétique. Pour l'entrée, tu disais, pardon Camille, et pour produits européens. Justement pour faciliter l'entrée des produits européens, je prends l'exemple de la cosmétique, avec le conflit avec les États-Unis, qui lui, s'est pas du tout arrêté, et qui fait un peu le yo-yo actuellement. Il y a une volonté de la Chine d'être positif avec les Européens. Et donc d'ouvrir son marché. On rappelle quand même que la Chine, dans le monde, est en conflit avec les États-Unis, a toujours une difficulté avec le Japon, donc avec les deux autres grandes puissances économiques. Donc on a une opportunité forte à saisir. Au niveau des frontières, sont-elles fermées? Est-ce qu'il y a des nouvelles barrières? Alors, elles sont ni, enfin aujourd'hui, elles sont, je dirais, vous voyez, on a vu, pour les Coréens, ça se réouvre, les Français et les Allemands, ça commence à devenir possible, voilà, on se réouvre tous les uns les autres, mais la France aussi est également fermée aujourd'hui, donc de toute façon, ce serait compliqué, mais il n'y a pas de nouvelles barrières, à part, voilà, aujourd'hui, ce système de fast track pour l'instant, mais après, on espère qu'en septembre, les choses reviendront à la normale. Moi, j'ai une vision très simple, c'est que les salons internationaux de juillet et d'août sont maintenus, donc il va bien falloir que les gens viennent. Et les gens ne vont pas tous faire des tests à toute leur famille. Moi, si je dis à mon client, tiens, vous pouvez y aller, mais il faut faire des tests à tout le monde, il n'y a personne qui va se déplacer. Donc, je pense qu'ils vont rouvrir sur le mois de juin. Ils vont commencer à rouvrir de plus en plus juillet. Surtout s'il n'y a pas de deuxième vague en Europe. Je pense que tout le monde attend ça. Et personne n'a la réponse à ça. Et donc, tout le monde attend de regarder ce qui se passe. Mais je pense que si ça ne se passe pas, ça pourrait s'ouvrir plus. Ça, c'est qu'une vision personnelle et personne ne sait. Mais voilà, c'est cette analyse que je fais sur le maintien des salons, en fait. Tu as répondu à la question suivante. Oui, voilà, celle après, les vols seront ouverts. Bon. Ouais, voilà. Là, personne ne sait aussi parce que ça varie très vite. En fait, il y a un tel besoin d'échanges, de rencontres, que dès qu'ils vont accepter d'ouvrir les vols, tout de suite, ça va s'emplir. Peut-être de façon moins importante qu'avant, mais ça va reprendre fortement. Ouais. Donc, on parlait justement des salons. Peut-être que tu veux… Là, c'était plus sur les salons auxquels les entreprises chinoises ont l'habitude de se déplacer. Les entreprises chinoises sont assez friands quand même de déplacements et de venir sur les salons pour regarder un peu les nouvelles tendances et puis rencontrer des nouvelles entreprises. Et voilà, donc on estime que quand ils vont pouvoir voyager, il n'y a pas de raison que les entreprises chinoises habituées à voyager à l'extérieur ne voyagent plus. Ouais, surtout que ceux qui se déplacent, c'est des gens qui sont vraiment dédiés à ça, qui ont envie de le faire, des professionnels. Donc, nous, on pense qu'ils vont se déplacer normalement. Il y a une remarque d'Annie qui n'a rien à voir avec les salons, mais qui est très intéressante pour les entreprises de l'agroalimentaire. Annie Munier, c'est ma collègue qui est basée à Morlaix, qui accompagne les entreprises bretonnes sur le volet technique et réglementaire principalement. Donc, Annie nous dit que l'export de nombreux produits agroalimentaires d'origine animale est soumis à agrément. Pour ça, il faut faire une demande sur le site Expadon 2, volet agrément. Et BCI est en contact avec la DGAL et France Agrimaire pour organiser prochainement des sessions d'information, justement. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est un point important sur la Chine qui est très bien souligné là, c'est qu'il y a un réglementaire qui est fort, de base, qui est très structuré, qui est de plus en plus digitalisé d'ailleurs, et il faut bien le comprendre pour bien le remplir, bien le gérer, comme ça on s'évite beaucoup de problèmes. Les gens qui ne font pas attention, qui ne mettent pas l'énergie, qui ne font pas les bons étiquetages, se retrouvent avec de la marchandise bloquée, beaucoup d'ennuis, donc il est vraiment important de se former, de se renseigner et de s'appuyer bien sûr sur BCI pour ça. Il faut arriver préparé en Chine sur tous ces aspects-là, c'est certain. Où en est-on avec l'ouverture des relations commerciales avec la Chine? Maintien ou non des accords entre nos deux pays? FASEP par exemple, existe-t-il des accords négociés entre la France et la Chine?
Alors, les relations commerciales avec la Chine se veulent bonnes. Bien sûr, il y a des discussions politiques, des petites tensions, etc. Mais nous, on n'a pas senti, si ce n'est à cause du Covid, hein, de changement, mais plutôt une volonté, aussi bien de la France que de la Chine, de simplifier, de faciliter, d'aider. Donc, soutien à l'export. Et par exemple, le gouvernement français et BPI, avec qui on travaille beaucoup, enfin, investit fortement là-dedans et augmente les couvertures d'assurance crédit, augmente les couvertures d'aide d'enveloppe d'assurance export. Donc, il y a une volonté du gouvernement français d'aller dans ce sens-là. FASEP, je suppose que ça continue. Hein, j'ai pas entendu dire que… alors, FASEP, pour moi, c'est l'assurance. Si vous montez une usine en Chine, c'est une assurance qui fait que en cas de fermeture de l'usine, l'État français vous rembourse, alors je sais plus, je crois que c'est 50% de l'investissement de départ. En tout cas, nous, on a un projet actuellement où le client a eu son FASEP et a pu financer une partie de son investissement avec ça auprès des banques, avec cette assurance qui vient soutenir le dossier d'emprunt. Donc ça, pour nous, ça reste. Existe-t-il des nouveaux accords? Non. Bon, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Non, pas spécifiquement. Enfin, il n'y a pas de nouveaux accords, à part ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Oui, mais c'est le crâne, voilà, quoi. Le crâne, c'est faciliter quand même, ouvrir le foie gras, ouvrir le bœuf. Ça, c'est des trends forts, hein. C'est des impacts forts là, pour la France. Et donc, on pense que ça va plutôt continuer. Voilà, réduction de la liste négative à l'accès aux investissements étrangers. Bon, ça, je ne connais pas bien le niveau d'impact que ça va avoir, parce que connaissant les Chinois, ils sont très touchy là-dessus. Donc, même s'ils ouvrent un peu pour donner envie, je ne sais pas si ce sera vraiment suivi des faits pragmatiques. Peut-être pour un cas particulier, ça va être pertinent, mais ça ne va pas entraîner un nouveau changement. Par contre, effectivement, des zones de libre-échange, il y a un investissement là-dedans. J'attire votre attention, notamment Hainan, etc. Faites attention, on parle beaucoup d'Eldorado. Hein, je vous prends l'exemple de Hainan, dans le médical, il parle de zones très particulières où il y aura des hôpitaux particuliers qui pourraient utiliser des équipements non validés en Chine, enfin des choses un peu étonnantes. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau en Chine, laissez les autres essayer, regardez ce qui se passe, et quand ça marche, allez-y, hein, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui se créent, c'est pas forcément intéressant, il faut être sûr que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez parler de la nouvelle zone franche sur Shanghai? Demande Eric. Alors, je ne sais pas forcément, parce qu'il y a une nouvelle zone franche de Shanghai qui existe en fait depuis un certain temps, donc on l'appelle d'ailleurs la nouvelle zone, mais en fait, elle existe depuis très longtemps. En permanence, ils font des annonces sur des aides, etc. Moi, ce que je vois, mais là, c'est de notre petite fenêtre de société, d'accompagnement, c'est que les clients qui sont allés là-bas, ça leur a coûté très cher et ce n'était pas forcément très pratique, parce qu'il y avait des contraintes qui étaient fortes. Néanmoins, j'ai un client récemment qui vient de s'implanter et qui m'a dit que ça avait changé et qu'au contraire, c'était bien. Donc, j'ai pas, là, il faudra approfondir cette question plus en détail. Mais encore une fois, il faut la bonne façon de faire en Chine, c'est de se renseigner sur les gens qui l'utilisent pour voir si ça fonctionne bien, parce que ça va très vite. Il y a peut-être des participants à ce webinaire d'ailleurs qui ont une connaissance. Pas de remarques particulières. On passe aux questions suivantes dans ces cas-là. Est-ce que la traçabilité est devenue primordiale encore plus qu'avant? Oui, clairement oui. Déjà, il y avait cette idée. Je rappelle toujours l'histoire du pomelo de Carrefour, où en fait, en Chine, vous avez le pomelo, donc vous connaissez les pomelos, ça ressemble à un gros pamplemousse. Vous avez un QR code et en fait, ça vous dit quel est l'agriculteur qui l'a produit. Vous retrouvez la photo du gars, quoi. Donc, cette notion-là, c'est une notion globale de la Chine. Traçabilité, supervision, contrôle, ça reste quand même des trends très forts de la Chine. Et ils ont la technologie, et ils ont l'appétence, et ils ont la capacité, ils ont les sociétés pour faire ça. Donc la traçabilité, oui. D'ailleurs, notre client, justement dans ses produits surgelés, réfléchit justement à intégrer ça dans son système parce que c'est une demande des consommateurs et des distributeurs. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de rassurer
le consommateur, mais c'est aussi de garantir la sécurité alimentaire. Et là-dessus, quand même, on est fort. Notamment avec le label rouge, par exemple. Et c'est juste une remarque, c'est ce label rouge, il faut le pousser. Et nous, on pense que ça va prendre de plus en plus de force en Chine. D'abord parce que culturellement, ce terme label rouge va bien passer. Mais en plus de ça, parce que ça représente vraiment quelque chose de qualité en France. On a la chance d'avoir su ça et d'avoir été très exigeant autour de ce label rouge. Et je pense que c'est une force intéressante de la France. La majorité des produits importés français en Chine. Bon, voilà, c'est les secteurs classiques. Quelle est-elle? Voilà, donc bien sûr, aéronautique, moteur, automobile, les médicaments, les dispositifs médicaux. Ouais. Mais je dirais que, ouais. Il y a ça en termes de valeur, mais après, il ne faut jamais oublier que, parce que l'aéronautique, l'aérospatiale, bon, c'est vite très cher. Bien hein, sûr. Donc, voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus donc, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est cosmétique, et puis là, c'était cité la santé. Voilà. Alors là, par contre, je pense que notre position de gestion finalement des PME françaises et d'assistance des PME françaises en Chine nous montre bien comment ça se passe au niveau des PME, hein, puisqu'on on en accompagné plus de 800, on en accompagne à peu près 70 par an. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est des flux, c'est des moments. Il y a eu le moment de l'agro, puis après ça a baissé. Là, c'est à nouveau le moment de l'agro. Hein, j'en parlais. Il y a eu le moment de la cosmétique, puis ça a baissé. Et puis là, il y a une réflexion sur la cosmétique. Il y a eu le moment du parfum, ça a baissé et on revient sur le parfum. Il y a eu le moment des produits chimiques et de toute la chimie, ça a augmenté, ça a baissé, ça revient. Donc en fait, c'est cyclique. Et d'ailleurs, on a plusieurs clients en général, des secteurs assez proches qui viennent nous voir à un même moment. Donc la question qu'il faut tout de suite se poser, en fait, c'est le moment du marché. C'est ce que j'appelle le moment du marché. Et ce moment du marché, pour savoir si c'est le moment du marché, il faut regarder sa concurrence et savoir si vous avez beaucoup de Chinois qui viennent vous voir. Si vos concurrents ils sont en train d'y aller et qu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent vous voir, c'est le moment, là il faut y aller. C'est ça la réalité. Sinon après, tous les secteurs sont intéressants à condition d'avoir une vraie valeur ajoutée au niveau mondial sur son positionnement. Si on n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la concurrence mondiale, très très compliqué d'aller en Chine parce que ça demande du temps, de l'énergie et qu'il faut arriver à faire du chiffre pour y aller. Ce que je dis toujours à mes clients, l'objectif d'aller en Chine, c'est de faire au moins 1 à 2 millions d'euros. C'est l'objectif à 3-5 ans. Sinon, c'est pas possible, vous disparaîtrez. Donc, c'est difficile. Sauf dans certains cas, dans l'agro très haut de gamme, où effectivement on peut être à terme sur des chiffres de 100, 200 000 euros. Mais même, voilà, sur des marchés de niche, mais même là, il va falloir entrer avec de l'export collaboratif. Il y aura des choses, il va falloir quand même du support parce que malheureusement, on ne peut pas juste vendre en Chine comme ça. Ça dure pas longtemps, parce que ça bouge trop vite en fait. La Chine. Donc en conclusion, c'est ça. La question, c'est pas le produit, c'est votre position par rapport au reste du monde. Et le moment du marché. La notion de prix est toujours aussi importante, aussi, je présume. Là, tu parles de pénétrer le marché parce que si on a une valeur ajoutée par rapport aux concurrents, mais la notion de prix bas, je présume, est toujours aussi importante. En fait, non. Parce que en fait, il faut imaginer qu'en Chine, vous avez des marchés pour tous les prix aujourd'hui. D'abord parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais parce qu'ils sont très exigeants, ils connaissent. Le truc, c'est qu'un marché de niche en France, la Chine, c'est 20 fois plus grand. Donc, votre marché de niche en France, qui va faire, par exemple, une société qui fait 1 ou 2 millions d'euros sur son marché de niche, il faut imaginer que si elle trouve la même niche en Chine, c'est 20 fois plus. C'est pour ça que je parle de chiffres qui peuvent paraître importants pour la PME et qui en fait ne le sont pas. Si son produit est adapté, si c'est le moment du marché, si on est compétitif face à la concurrence en termes de qualité, de valeur ajoutée, etc., vous pouvez trouver des marchés énormes. Et on ne compte pas le nombre de petites PME qui ont maintenant 60, 50, 40% de leur chiffre d'affaires en Chine. Donc c'est pour ça que la Chine est très particulière. C'est pas comme les États-Unis, c'est très centralisé la Chine. Lorsque vous avez un distributeur, il vous distribue sur toute la Chine. Et si vous avez un marché de niche, il touche le marché de niche sur toute la Chine. Alors bien sûr, je dis pas que le marché de niche des produits luxe va au Urumqi, mais entre Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen, Hangzhou, Suzhou, etc. Là, vous avez déjà beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont tous prêts à consommer le même produit avec une communication, par exemple Internet, qui se fait sur toute la Chine, etc. etc. Donc c'est pour ça que la Chine est une opportunité incroyable à condition d'avoir cette position forte et que ce soit le moment de la Chine. Merci.
Quelle est la politique actuelle en termes d'investissement pour l'industrie agroalimentaire? On a un petit peu balayé le sujet, mais vous avez des précisions? Alors, je donne un exemple. On parle là dans les serres, il y a des investissements colossaux on parle de milliards de renminbi qui sont mis en place sur des projets de serres. Alors, les Hollandais sont forts, hein, mais la France est pas inintéressante là-dessus. De façon générale, il y a des investissements massifs qui sont. Après, on n'a pas des chiffres, si ce n'est les 200 millions. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué. En fait, l'accès à ce genre d'informations en Chine est plus compliqué qu'en Europe. En Europe, les États vont communiquer sur comment est-ce qu'ils vont aider. En Chine, ça va se faire différemment. Donc voilà, donc on arrive à trouver des informations. Mais là, on voit bien que toutes les provinces qui sont aujourd'hui productrices de tout ce qui va être fruits et légumes frais sont aidées en fait par les gouvernements. Il y a un vrai mouvement en fait pour cette partie-là. Et il va y avoir également un mouvement pour avoir des produits de qualité. Et c'est ça qui est intéressant pour les entreprises françaises. Donc, automatisation, intensification, modernisation de l'agriculture, mais c'était déjà dans le plan 2025. Donc, je dirais que le gouvernement chinois a plus rappuyé sur son plan de développement, mais il n'a pas généré de nouvelles choses sur la partie agroalimentaire et élevage et autres. Alors l'élevage, justement, il y avait une question plus précise sur la situation actuelle par rapport à la peste porcine et les appros en bétail pour l'industrie de la viande. Et quelle est la question? La question, c'est quelle est la situation actuelle par rapport à la peste porcine et comment Je n'étais pas sur la question d'en dessous. Tiens, je te laisse. Oui. Non, bah là, voilà, il y a toujours des foyers hein, qui se redéveloppent parce que parfois, il y a des transferts de bestiaux illégaux qui se font. Et puis, il y a quand même une problématique au niveau des élevages, au niveau du nettoyage pour pouvoir limiter la peste porcine. Donc, c'est toujours quand même un sujet d'actualité. Donc, la Chine essaye au maximum en fait de contenir l'épidémie et puis de la stopper et de mettre en place en fait différents systèmes pour garantir en fait la qualité des élevages sur place. Nous, ce qu'on a vu, c'est une opportunité forte pour nos clients, notamment belges, qui avaient déjà des abattoirs agréés. Et, là, on a eu des opportunités fortes. Ouais. C'est un vrai problème hein, pour la Chine, hein, parce que je crois qu'on est le prix a quasiment triplé sur la viande pour le consommateur. Donc, c'est très compliqué et c'est quand même la viande majoritairement consommée en Chine. D'ailleurs, on a d'autres clients qui sont dans l'élevage de poulets qui explosent parce qu'il y a un transfert de la consommation de porc vers la consommation de poulet. C'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont arriver. Si vous en avez, c'est le moment. Profitez de la présence de Chloé et Camille si vous avez des interrogations, pas forcément sectorielles d'ailleurs, mais plus largement. Sur les agrémentations, par exemple, justement, de vos sites pour pouvoir exporter en Chine, si vous avez des questions réglementaires ou autres. Pour la partie réglementaire, c'est vrai que c'est une partie qui est très forte hein, sur la Chine parce que vraiment pour chaque produit et même presque pour chaque type de produit, la réglementation est différente. Et c'est vrai que pour tout ce qui est produit brut, donc tout ce qui va être viande, ça demande à ce que des auditeurs chinois se déplacent en fait sur les sites de production, fassent des audits et valident. Et parfois, ils vont valider l'abattoir, mais ils vont dire finalement, si je prends le cas du cochon, vous êtes validé pour pouvoir exporter sur la Chine, mais uniquement les pattes arrière ou uniquement les têtes. Donc c'est très particulier en fait parce qu'ils vont jouer par rapport à la situation du marché interne. Ils vont évaluer leur situation du marché interne et suite à cette situation, ils vont dire voilà, de quoi j'ai besoin, quelle quantité, quel type de pièces et ils vont agréer ainsi les abattoirs. Et on voit l'importance de la politique là-dedans. Hein.
Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'à chaque fois qu'on aide des clients sur ces aspects-là, ils nous expliquent qu'il y a des gens qui sont venus leur voir en leur disant « si vous me donnez 1 million de renminbi, je vais vous certifier votre abattoir, etc. etc. » Surtout ne jamais aller là-dedans, c'est sûr. D'abord parce que ça ne fonctionne pas, mais en plus parce que là, vous risquez des gros problèmes. Donc en fait, c'est vraiment une histoire politique. Et donc à un moment donné, l'ambassade, le politique va décider. Et en fait, nous, on s'aperçoit que d'ailleurs, on ne gère pas cette partie-là, parce que c'est une partie particulière, et qui se fait beaucoup plus au niveau de la société en France ou de la société en Belgique par rapport à sa tutelle politique. Et il y a l'importance aussi des fédérations, qu'on prenne l'ANIA, qu'on prenne France Agrimaire, et en fait, c'est qu'ils vont défendre les dossiers au niveau réglementaire. Voilà. Et en fait, c'est très important aussi de passer, je pense, par BCI et par les fédérations pour arriver à avoir un vrai appui politique. Il faut savoir que, par exemple, dans l'histoire du kiwi, le kiwi français, il n'avait pas le droit d'être exporté sur la Chine, mais ils ont mis 7 ans à faire agréer les kiwis français. Donc voilà, c'est une vraie… Et le moment où, en fait, la Chine n'était plus autosuffisante en kiwi, elle avait besoin de kiwis qui venaient de l'étranger, parce que c'est un fruit qui est très consommé en Chine. Hop, ça s'est déclenché tout de suite. Et il a fallu que les gens soient prêts pour exporter des kiwis. Exactement. Donc ça, c'est vraiment avec les fédérations BCI qu'il faut travailler ces aspects-là. Voilà, on est vraiment à votre disposition aussi pour toutes ces questions réglementaires. Vous verrez à la fin de cette présentation, je vous ai mis les coordonnées de toute l'équipe BCI, mais mes collègues en CCI territoriale sont vraiment à votre disposition pour toute cette partie réglementaire pour vous aider dans les premières démarches. On vous conseille vivement de nous contacter pour, dès que vous avez des premiers échanges commerciaux, vous nous fournissez en détail les spécificités de vos produits, surtout les codes douaniers, et on vous accompagnera dans les premières étapes pour vous aider dans ces procédures réglementaires et de déclaration de produits. Annie me précise, donc toujours Annie Munier à la CCI de BCI à la CCI de Morlaix. Nous pouvons aussi fournir la liste des établissements agréés où l'entreprise peut trouver ces listes sur Expadon 2. Nous pouvons les guider surtout quand l'entreprise n'est pas adhérente à une interprofession. Oui, effectivement. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. On est là pour vous aider, que ce soit pour la partie vraiment réglementaire, diagnostic, et aussi pour la partie développement commercial. On est vraiment à votre disposition. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Si toutefois vous en avez, on reste à votre disposition, bien évidemment. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin à ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et à vos interrogations. N'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit nous, l'équipe BCI, ou Chloé et Camille, on sera le lien entre vous et le prestataire agréé pour vous accompagner, quelles que soient vos demandes et quelles que soient vos démarches. Comme vous le savez peut-être déjà, donc cette présentation, je vais vous l'envoyer par email après le webinaire. Elle sera aussi disponible sur la plateforme BCI Info, ainsi que les présentations des autres webinaires que BCI a organisé. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller sur la plateforme BCI Info. Vous y retrouverez toutes les infos marché, des points de vue en temps réel de la part de nos prestataires agréés à l'étranger sur la situation Covid dans leur pays. Vous avez des fiches réglementaires, vous avez des statistiques, des analyses risques pays. Tout ça est mis à jour quotidiennement sur la plateforme, donc surtout n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous invite également à aller sur les actus du site de BCI. Là aussi, c'est mis à jour quotidiennement, donc vraiment, allez-y pour avoir les infos du moment à l'instant T. J'aimerais vous parler du 6 juillet. Vous savez que tous les ans, premier lundi de juillet, on organise notre grand événement que les entreprises bretonnes attendent avec impatience, l'Open de l'International. Évidemment, en raison de la crise, des circonstances inédites, on ne peut pas faire en présentiel cet Open de l'International. Néanmoins, il nous paraissait essentiel de le maintenir. Donc, on vous propose cette année une version en ligne
de l'Open de l'International. Vous recevrez d'ici quelques jours un mailing pour vous inviter à vous y inscrire et vous expliquer les modalités de participation. Ce qu'on vous propose en fait cette année, donc pour cette Open Online, ce sont des rendez-vous B2B avec nos prestataires agréés à l'étranger. Donc, inscrivez-vous. C'est une opportunité vraiment pour vous d'échanger d'échanger individuellement avec les prestataires à l'étranger, comme Camille et Chloé pour VVR International. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vous ai remis ici les coordonnées de nos chargés d'affaires spécialisés par secteur. Vous retrouvez mes coordonnées également. Les coordonnées de mes contacts dans les différentes CCI territoriales avec les fonctions de chacun de mes collègues. Ici, vous avez les emails de Camille et Chloé qui sont aussi à votre disposition. N'hésitez pas à aller sur le site internet de VVR International. Vous aurez aussi des actus, des infos marchés, des infos qui sont mises à jour régulièrement. C'est tout pour ce matin. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Camille.